Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Didier Denadet, je travaille chez Samsung France dans l'équipe contenu et services. On est en charge de tout ce qui est relation avec les développeurs, applications, essentiellement sur la partie mobile. Merci à vous d'être venus nous voir aujourd'hui. Comme vous le savez, on va vous parler de Tizen, nouvelle OS basée sur le noyau Linux. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous faire une très brève introduction. Ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues de chez Intel qui vont vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur l'architecture de Tizen, sur les outils qu'on met à disposition des développeurs, sur la façon dont vous pouvez vous aussi participer au développement de la plateforme. Ensuite, on fera une petite pause déjeuner cocktail pour reprendre un peu son souffle. Donc la première partie va durer environ 1h30. Après le déjeuner, Bimayat va vous proposer une session live code. Donc ça va durer 1 heure chrono et le but c'est de vous montrer qu'en 1 heure chrono, on peut porter une application web existante sur Tizen, que ça fonctionne et que c'est qualitatif. Donc ça va nous prendre une petite heure. Bien sûr, tout le long, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but c'est qu'on réponde à toutes les questions et que vous partiez d'ici en ayant vraiment confiance dans la plateforme. Et à la fin, une fois la session live code terminée, on aura Bimayat aura une petite surprise pour certaines des personnes qui sont présentes dans la salle. Donc tout d'abord, un petit résumé sur ce qu'est la plateforme Tizen. Vous avez déjà dû en entendre parler puisque ça fait quand même pas mal de temps que c'est en développement et en gestation. La plateforme Tizen, avant tout, c'est quelque chose d'open source. Vous pouvez récupérer les sources sur le site officiel. Vous pouvez construire votre image et en faire ce que vous voulez. Tizen, c'est porté par de nombreux constructeurs et opérateurs, donc des gens de l'industrie qui croient en la plateforme, qui voient un avenir et une vraie opportunité pour les développeurs. Ce que l'on appelle la Tizen Association, c'est en fait un groupement donc, de grands noms de l'industrie. Vous voyez des constructeurs de terminaux, des constructeurs de chipsets, vous voyez des partenaires opérateurs. Certains sont très proches de nous, vous les connaissez, certains sont un petit peu plus loin, ce qui illustre bien la vocation mondiale de Tizen. Donc tous ces gens-là sont réunis au sein d'un consortium qui a vocation à promouvoir la plateforme. Ça passe par, bien sûr, la réalisation de terminaux, ça passe par la fabrication de produits de développement pour les développeurs, ça passe par du lobbying auprès des opérateurs, auprès des groupes d'influence. Le but étant que la plateforme soit crédible, qu'elle ait du succès, parce que ces 13 industriels y croient. À côté de ça, vous avez un Technical Steering Group qui lui est en charge de la gestion du développement. Le développement de Tizen n'est pas dirigé par une seule et unique entreprise ou groupement ou entité. Tous les industriels parties prenantes dans le projet ont leur mot à dire dans le développement afin d'avoir les bons services, d'avoir ce qui correspond à leurs utilisateurs. Et c'est cette gouvernance ouverte qui fait la force du projet. Vous l'avez peut-être vu également si vous avez parcouru le site officiel. Tizen est conçu évidemment pour les mobiles et les tablettes parce que ce sont les produits tendances auxquels on pense immédiatement, mais pas seulement. Tizen a vocation à être transverse. Rien n'empêche d'en faire un téléviseur, un appareil photo, de le monter comme système de divertissement dans une voiture. On l'a vu faire. Donc c'est vraiment totalement ouvert. Les seules limites sont votre imagination. Vous pouvez en faire réellement ce que vous voulez. Bon, la slide passe pas très bien. J'espère que vous allez bien réussir à lire. La force et la philosophie de Tizen, c'est d'être orienté vers le web. Mais pas seulement. Comme vous pouvez le voir, on a deux frameworks. Le framework web qui vous permet de développer des applications en utilisant toutes les technologies que vous connaissez actuellement pour le web, HTML5, CSS, JavaScript. Mais pas seulement. Si vous vous trouvez limité, si vous estimez que HTML c'est pas votre truc, rien n'empêche de faire des applications natives. On a un framework complet, des API qui vous permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités du terminal qui est en dessous, de façon à ce que vous puissiez faire réellement ce que vous voulez dans votre application.
Et tout ceci, bien sûr, basé sur la puissance du noyau Linux. Donc, comme je le disais, l'axe principal, c'est quand même le web et HTML pour la plateforme Tizen. On a quelques chiffres qui illustrent la très bonne implémentation des standards dans la plateforme, en termes de nombre d'API implémentés, en termes de rapidité d'exécution. Le but, c'est que vous puissiez développer des applications web qui soient rapides, agréables à utiliser, qu'il n'y ait pas de différence qualitative entre une appli native et une appli web. Bien sûr, tout ça repose sur les standards, sauf que les standards ne sont pas complets et ne permettent pas d'utiliser tout ce qui est disponible dans un terminal, par exemple un téléphone. C'est pour ça que Tizen vous propose des API complémentaires. Par exemple, pour accéder au NFC, pour accéder au Bluetooth, pour accéder aux infos du système. Tout ceci n'est pas prévu dans les standards, donc Tizen l'ajoute de façon à ce que votre application puisse accéder vraiment à toutes les fonctionnalités. Et en parallèle, le steering group travaille en collaboration avec le W3C par exemple, de façon à ce que ces API que nous proposons puissent devenir à l'avenir des standards et se retrouver sur d'autres plateformes web. Je vais maintenant laisser la parole donc, à mes collègues d'Intel qui vont rentrer beaucoup plus dans les détails techniques. On va parler bien sûr plateforme, SDK, développement d'applications. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête pendant leur exposé. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Ça fait plaisir de voir la salle qui est remplie. Donc, je me présente, je suis Philippe Leval, Stéphane Deneux est mon collègue. Et on va vous présenter quelque chose qu'on a préparé en temps et en heure. Et ce sera l'architecture et comment utiliser le SDK en vue de ce que des développeurs qui vont travailler cet après-midi, éventuellement vous ou quiconque qui veut essayer Tizen et juger par lui-même ce que c'est. Donc nous on a travaillé dans Tizen dans un projet qu'on vous montrera un peu plus tard et on l'a fait pour Intel et nous sommes une société qui s'appelle Eurogiciel et on fait du service d'expertise sur Linux, l'open source en général. On essaie de capitaliser et se limiter à ce monde qui est très vaste. Voilà, donc je ne sais pas trop, peut-être qu'on va le format de la présentation, peut-être que c'est plus amusant si c'est interactif et que quand il y a des questions qui sont posées, plutôt de les garder pour la fin, les poser au moment où on les présente. Je pense que c'est plus intéressant parce que si vous avez digéré toute cette architecture, à la fin, ce sera plus difficile de savoir où on en est parce que Tizen est un projet très vaste, décliné sur plein de formes différentes. Il y a la place pour tout le monde et donc il ne faut pas trop s'y perdre non plus. Donc Stéphane, je te laisse la parole et puis moi je représenterai le SDK un peu plus tard. Ok, bonjour à tous. Alors effectivement, l'architecture Tizen est assez vaste. Pour reprendre ce que disait Didier tout à l'heure, on peut comprendre l'architecture Tizen en fait en sachant que Tizen a été conçu, un peu comme ses prédécesseurs Migo et les autres, pour fonctionner sur différents devices. On dirait en français un profil multiple ou en anglais multicatégorie. Donc aujourd'hui, effectivement, Tizen, on parle surtout du mobile et d'IVI. Ce sont les deux projets qui sont les deux projets phares, disons, qui sont publics, pour lesquels le code source est dispo, avec quelques particularités, quelques retards, quelques difficultés, mais bon, en gros, c'est dispo. Il faut savoir que derrière, en fait, juste ces deux produits phares, il y a tout un ensemble en fait de devices à adresser. Et le but du jeu, c'est d'avoir une architecture homogène en fait pour adresser les devices. Donc effectivement, on va retrouver des téléconnectés, des caméras, des imprimantes, des appareils photo, et pourquoi pas des machines à laver. Alors Tizen est un projet clairement open source. On a essayé de lister un petit peu les différents projets en fait qui sont utilisés.
qui sont présents et pour lesquels en fait toutes les personnes qui travaillent sur Tizen, que ce soit chez Intel, chez Samsung, chez Orange et je ne sais qui d'autre, tous les partenaires, contribuent quelque part en fait à tous ces projets open source. Donc vraiment un échange, c'est pas sens unique. Donc on a une partie X-Window, graphique, Aero, EFL, donc pour toutes les couches graphiques. On a du GStreamer, du Pulse Audio, OpenRL pour le multimédia, toute la couche connectivité, Coleman, qui est un produit issu d'Intel. On a Bluesy, Lipsoup, WPS Beacon pour le Wi-Fi. Pour la partie web, en fait, c'est WebKit qui a été choisi. Depuis Tizen 2.0, en fait, on est en WebKit 2. On a toutes les couches de sécurité, donc Snap qui est une extension en fait, de sécurité au niveau noyau qui permet de gérer la sécurité de manière très fine. OpenSSL bien évidemment. Sur la partie base, on retrouve des librairies classiques, on a du Debian, du glibc, etc. Au niveau de la database, on a évidemment du SQLite qui est un peu incontournable. On a bien entendu notre kernel préféré. Pour le SDK, en fait, c'est Eclipse qui a été promu depuis le début, depuis longtemps déjà. Pour tout ce qui est build, environnement de test, émulateur, on a du QEMU, du U-Boot, et même du support en fait pour d'autres types de VM. Évidemment pour le build, en fait, on a du GCC, du CMake, du GBS, du Git dans tous les sens. C'est comme d'habitude, entre guillemets. Donc vous voyez qu'il y a, je ne cite pas tout, mais il y a un ensemble en fait de produits communautaires en fait qui sont utilisés pour ce qu'on a fait nous là, en l'occurrence en fait sur Tizen PC, parce que Eurogicel travaille avec Intel sur Tizen PC, donc la déclinaison pour les laptops comme celui-ci. Hein. Typiquement, je ne l'ai pas cité, mais on a travaillé étroitement avec Collabora et avec le projet GNOME. Donc on est aujourd'hui contributeur en fait sur le projet GNOME pour corriger des bugs de GNOME. Typiquement, on a une plateforme qui est en GNOME 3.8.2, qui est très récent. Toutes les distribs majeures, que ce soit Ubuntu, Fedora ou OpenSUSE, en fait, ont des bugs avec, à corriger sur la 3.8.2. Donc nous aussi, tout le monde contribue en fait à corriger ces bugs ensemble. Et voilà, c'est vraiment un échange. Alors, l'architecture proprement dite. C'est assez classique finalement. On a notre noyau Linux et nos devices, nos drivers en fait sur la couche basse. Une partie en fait qu'on appelle core, qui sont déjà des API un peu plus bas niveau et sur lesquels, c'est important à noter, sur lesquels il peut y avoir des modifications effectuées qui sont liées essentiellement en fait aux devices sur lesquels en fait cette couche-là va s'appliquer. Donc ça peut être des particularités qui sont dues en fait à la connectivité, à la partie graphique, au fait qu'il y a de la téléphonie ou pas. Bon, je vous rappelle qu'on peut faire tourner le truc sur une machine à laver. Alors est-ce qu'on aura de la téléphonie sur une machine à laver? Je ne suis pas bien sûr. Sur un téléphone, c'est clair qu'il y en aura. Donc c'est évident qu'il y a des adaptations qui sont faites par les fabricants sur chacune de ces couches. D'accord. Au-dessus de cette couche core, on a deux grosses parties qui sont deux frameworks qui permettent d'un côté en fait de réaliser au-dessus des applications web et de l'autre en fait de réaliser les applications natives. Donc voilà nos gros blocs. Après je vais décliner en fait dans la suite de la présentation chaque bloc. À titre d'illustration, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que ce schéma en fait c'est pour le profil mobile. Pour les autres profils, pour le profil PC par exemple, ou le profil IVI, ou le profil TV, on va retrouver en gros la même architecture, mais avec des subtilités. Par exemple sur IVI, on n'a pas de partie native. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication, je pense qu'elle devrait exister, mais il n'y en a pas forcément le besoin. Si on regarde dans le détail, il y a des couches en fait, donc on n'a pas besoin. IVI c'est pour In-Vehicle Infotainment. Donc c'est tout ce qui est embarqué essentiellement dans une voiture. Quand on a une voiture avec ce qu'on a sur une voiture, un GPS, en gros l'équivalent d'un autoradio, des informations diagnostiques sur le véhicule, et puis voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir d'application native dans ce cas-là. Donc pour chaque profil, en fait, vous aurez des particularités, mais quoi qu'il arrive, en fait, les trois couches vont se retrouver. Enfin les quatre, avec le kernel.
Donc on va partir. Voilà, donc ces trois couches en fait, on a le framework web qui permet de réaliser en fait des applications en fait avec des API HTML5 qui supportent les standards W3C les plus à jour. Il y a aussi des API supplémentaires en dehors du W3C, mais en fait ce sont des API de facto, c'est-à-dire en fait des API qui sont fréquemment utilisées, qui sont issues de Chronos ou de nos amis de chez Mozilla par exemple, qui sont intéressantes de toute façon à utiliser. Il y a aussi des API spécifiques au device. Donc, je reviens sur ce que je disais précédemment, c'est que vu que dans les couches basses, en fait, on a des particularités sur chaque device, ben, on va les retrouver en fait dans les API de haut niveau. L'autre partie, c'est le framework natif. Donc là, on va supporter le développement d'applications natives avec toutes les fonctionnalités et on fournit là des services entre guillemets supplémentaires par rapport au web app. On peut mettre les services en tâche de fond, on peut effectuer des tâches un petit peu plus purement dans le calcul. Donc par exemple, reconnaissance d'image, de visage, reconnaissance vocale, etc. Et puis la couche en dessous, en fait, la couche core, qui fournit les fonctionnalités communes en fait aux deux frameworks qui sont dessus, d'accord, et sur lesquels les fabricants ont éventuellement à agir en fait pour supporter leur matériel. Alors, ce qui est intéressant dans Kaizen par rapport à d'autres systèmes mobiles, enfin, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été pensé en fait pour avoir une complémentarité entre en fait les applications web et les applications natives. C'est-à-dire qu'en fait, une application web avec le framework web en fait est facile à développer, elle est portable. On est en HTML5, en JavaScript. C'est relativement facile de développer les applications. Donc la courbe d'apprentissage est clairement minimale, on peut prendre à peu près n'importe quelle personne qui a fait du développement web, en fait, elle sera capable d'effectuer une web app. À l'inverse, le framework natif permettra d'avoir de meilleures performances, une meilleure consommation de mémoire, etc. On est en C++, hein, en C, en C++. L'inconvénient, c'est clair, c'est qu'on est sur une API particulière. Donc là, on n'a pas de réutilisabilité du code, ou portabilité. Là où tout ça devient intéressant, c'est qu'on peut avoir des applications hybrides. Donc en fait, vous voyez ce slide un peu comme un curseur. En fonction de ce que vous voulez faire comme application, vous pouvez vous positionner à un endroit ou à un autre. On va donc d'une application purement web, qui est très facile à développer et qui est très portable. On peut avoir une application web en fait également facile à développer, mais un peu plus particulière, qui est bien un device, parce qu'on va utiliser des API d'un device en particulier. Ensuite, vous partez sur des applications hybrides. Donc une web app en fait avec un plugin natif, où là on va avoir un aspect de performance en fait qui va être intéressant. Au milieu, on peut avoir une application web en fait pour la partie interface graphique et une application native en tant que service en background. C'est en fait un process qui va tourner en background, en natif, pour un aspect de performance et de la communication entre les deux parties de l'application. On peut aussi avoir une application native pour laquelle en fait on fait une interface web en fait juste de contrôle. La différence entre les deux est assez subtile, mais dans le détail en fait il y a effectivement des couches JavaScript particulières pour faire ce type d'application hybride qu'on n'a pas ici. C'est les mécanismes de communication qui diffèrent. Et puis dans la partie native, bon bah là on peut faire une application native avec les API standards C et C++. Jusqu'à éventuellement aller à coder du C sans utiliser des API. Donc en fait, on a tout le range en fait, possible de déclinaison, ce qui laisse à mon avis pas mal de liberté aux développeurs. Je vais aller assez vite sur cette partie-là. C'est le distinguo en fait, quand on fait des applications natives. Enfin, c'est le fait de pouvoir faire des applications natives qui utilisent en fait le framework natif, ou d'utiliser la couche core. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc la couche core fournit des fonctionnalités communes au framework, donc elle est un petit peu plus au milieu. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une garantie en fait, de la compatibilité binaire. C'est-à-dire qu'une application qui est fondée sur le framework sera déclinée en fait en plusieurs binaires. Ça reste bien une application native, mais elle sera déclinée en fait pour processeur ARM ou pour x86, 64 bits, 32 bits, etc.
Donc, le développeur n'a pas besoin d'assumer en fait cette compatibilité entre les devices Tizen. En revanche, quand on va taper sur cette touche-là, là c'est on est en direct entre guillemets avec le device. Hein. Donc si vous targetez en fait un smartphone, un processeur ARM, ben, ça sera à vous de builder en mode ARM et distribuer en fait l'appli en ARM et de la supporter. Donc il ne sera pas compatible en fait avec les autres Tizen qui tournent sur du processeur Intel ou autre. Donc il faut choisir en fait où est-ce qu'on se situe. Ça dépend vraiment des développements. Est-ce qu'ils sont spécifiques à un device ou au contraire est-ce qu'on veut targeter tout le marché? Donc pour résumer, des applications web, des applications natives et des applications dites core, okay, avec chacune leurs avantages, leurs inconvénients et la possibilité en fait de passer graduellement finalement de l'une à l'autre et de faire interagir entre elles évidemment. Pour le framework web, puisque c'est le sujet qu'on va plutôt aborder en fait dans la suite avec le SDK. Il y a toute une partie en fait qui est purement W3C. Okay, donc on trouve le HTML5, le CSS3 et plusieurs normalisations sur la géolocalisation. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la liste hein, sur la partie audio, la partie vidéo, les WebSockets. Donc franchement, c'est le plus complet possible aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais bon, au moins c'est l'état de l'art. On a une couche en fait qui est exposée, qui est des couches supplémentaires qui ne sont pas encore normalisées par le W3C, qui vont le devenir, mais donc, de fait on supporte le WebGL. Lorsque ça sera normalisé, ça partira quelque part, mais soit W3C, il y a déjà des normalisations de fait qui existent. Hein. Donc voilà, WebGL, des type arrays au niveau du JavaScript, des API de gestion de full screen, ça c'est assez problématique pour l'instant. Mais bon, il y a un support. La normalisation est problématique, mais on essaie de supporter ça le plus possible pour chaque device. Bon voilà, il y a quelques trucs supplémentaires là-dedans. Et puis une partie importante, c'est celle-là, c'est les device API. Donc là, on n'est pas du tout en fait dans le W3C, on est dans une API en fait qui permet en fait de s'adapter à chaque device. C'est là où on va retrouver le support en fait spécifique qu'on peut retrouver sur chaque device. Donc les NFC, le Bluetooth, la notification, la gestion d'énergie, etc. Donc c'est le mélange à lui. Et en dernier, évidemment, on a partie WebView et Framework, donc la gestion de budget, des thèmes, jQuery mobile, pourquoi pas, mais ça peut être, à mon sens, autre chose aussi. C'est pas obligatoire, les applications sont souvent développées avec jQuery mobile, parce que pour l'instant, c'était Tizen mobile qui était mis en avant, donc c'était très commode d'utiliser jQuery mobile. Mais en fait, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Typiquement, sur Tizen PC, on ne va pas forcément rester avec jQuery mobile. On n'est pas obligé. Voilà, et là, la partie sous-jacente ici, qui est relativement importante, c'est le Web Runtime, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le moteur sous-jacent qui permet à toutes ces API de fonctionner. C'est ce qui permet de gérer des paquets. Donc là, on parle de Web App. Donc c'est des paquets WGT. Vous pensez à un zip avec un fichier de config, une sorte de manifeste qui déclare en fait le paquet, sa version, etc. Et puis surtout les API qui vont être utilisés pour des raisons de sécurité. Donc rien de très novateur dans l'histoire. Ça gère, enfin tout ce moteur-là gère l'exécution et le cycle de vie en fait d'une application, d'une web app. Il y a évidemment la sécurité à l'exécution, j'en ai parlé, parce qu'une application doit déclarer ce qu'elle doit utiliser comme API. Il y a aussi l'intégration avec la plateforme sous-jacente. Donc voilà, cette partie-là est basée sur WebKit 2, enfin on va retrouver différents modules. Hein. Il y a une partie WRT Core, WebKit, je sais même plus où il est. Bon voilà, il y a des démos au niveau, une partie core en fait avec des parties graphiques, des parties, voilà, on va retrouver en fait nos push core en fait que je mettais juste au niveau du kernel, un petit peu au-dessus du kernel au début. Voilà, WRT en fait est basé là-dessus. Et pour la petite histoire, en fait, je trouve que c'est à Vannes que nous avons fait l'adaptation et le portage de tout ce web runtime pour les plateformes 64 bits Intel. Bon, ça c'est du détail. Juste un mot pour dire que l'objectif c'est d'avoir des performances là. Donc il est très important d'avoir de manière sous-jacente une plateforme qui soit accélérée. Alors, on essaie d'être accéléré avec Cairo, avec de l'OpenGLES, là où c'est possible. Voilà.
et les performances sont relativement bonnes. Voilà, si vous avez besoin d'aller faire un tour en détail sur l'architecture, en fait, il y a deux sites en fait, qui sont intéressants. Enfin, pour les web apps, en fait, c'est plutôt développeur, Tizen.org. Pour la partie open source, c'est en fait tout le reste, les frameworks, les API, les API Core, et même les noyaux Linux, c'est plutôt dans source. Il y a une gestion maintenant, maintenant depuis longtemps, mais une annonce qui a été faite la semaine dernière, en fait, qui est que tous les développements qui ont été faits jusqu'à maintenant sur la DA par Intel, Samsung et d'autres partenaires, en fait, sont passés publics depuis la semaine dernière. Donc voilà, donc ça va bouger assez rapidement. Il y a des nouvelles images binaires en fait qui permettent de flasher les devices. Typiquement un device comme celui-là. Je suis arrivé au bout. Voilà, si je peux vous montrer en 2 secondes. Voilà, donc là ce que vous avez en fait à l'écran, c'est une version alpha en fait de Tizen PC. Donc on retrouve exactement l'architecture que je vous ai montrée. Voilà, pour un PC de type Ivy Bridge, c'est un Core i5. Donc c'est du milieu de gamme, disons. Le bureau est basé sur GNOME et a été un petit peu redessiné. On a une extension Tizen Shell, voilà, qui permet de gérer les choses un petit peu plus différemment, enfin un peu différemment par rapport au GNOME classique. On retrouve les mêmes principes. Peut-être de la gestion de tactile aussi. Voilà. Mais bon, ça voilà. On va regarder ça en plus en détail peut-être par la suite. J'avais. Je pense qu'on est bon là pour cette partie-là. Donc on enchaîne sur le SDK. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Bonjour. Quelle est votre position vis-à-vis du fork de WebKit fait par Google? Est-ce que vous allez prendre Blink par exemple ou vous allez continuer sur et sur le fork en fait sur WebKit, ce qui semble se dessiner, c'est qu'en fait on continue à supporter WebKit encore pendant quelques temps, parce que c'est un bon moteur et on a fait tous les efforts de développement dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce qui a été faite pour dire en fait qu'on partirait sur une nouvelle version d'un web runtime sur tel ou tel autre moteur. Pour l'instant, rien de défini. Par rapport aux API, quand on utilise des API en HTML5, on a besoin de s'authentifier et le JavaScript en général n'est pas très sécurisé. Qu'est-ce que vous proposez dans le framework pour rendre ça plus carré? Allô, vous m'entendez? Oui, j'ai pas de réponse précise à la question, car je connais pas toutes les API HTML5 Tizen. Si vous avez fait la recherche et que vous les avez pas trouvées, c'est le cas? D'accord, donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire une recherche précisément là-dessus. Alors, je sais pas quel type d'authentification vous imaginez. Est-ce que c'est fait côté... est-ce que c'est interagir avec les contacts du téléphone ou des choses comme ça? Parce que ça, c'est déjà présent. Si je me connecte à un service en OAuth 2, je veux me connecter à une API, je veux récupérer des données, donc j'ai besoin de m'identifier, demander aux utilisateurs de s'identifier sur l'autre service. En général, on déconseille de le faire entièrement via JavaScript. Moi, je dirais... alors, je pense qu'il y a plusieurs technologies, mais tu peux faire du file system... tu as accès au file system, donc tu peux a priori mettre en place ton mécanisme de persistance de data ou des choses comme ça. Quoi. Donc, moi, ça me semble possible, en tout cas. Vous évoquez le fait qu'on va pouvoir packager les applications avec un format spécifique. Il y a Firefox OS qui a une approche un peu similaire. Il y a Chrome qui propose aussi un mécanisme de packaging d'applications. Est-ce que finalement on n'est pas en train de encore réinventer des nouveaux packages
qui vont créer finalement beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose, qui à l'intérieur c'est essentiellement la même chose. Est-ce qu'il ne va pas être nécessaire de proposer un packaging standard d'applications web et qui marcherait aussi bien sur Firefox OS que sur Tizen ou d'autres? Alors la réponse est dans votre question. Est-ce qu'il n'y a pas un standard pour ce genre de choses? Effectivement, le format du W3C est clairement défini et c'est celui qu'on adopte. J'ai eu exactement cette discussion il n'y a pas plus tard qu'il y a même pas une heure avec les gens de Firefox OS et on discutait que techniquement il y aurait même éventuellement un mapping direct entre les spécificités. Donc moi, je tendance à penser que ça signifiera dans l'idée de toucher que les applications se propagent sur plusieurs plateformes, etc. quoi. Néanmoins, chacun a opté pour un modèle. C'est souvent comme ça, quand il y a des idées qui sont que les gens ont les mêmes idées au même moment, la réalisation n'est pas la même. Mais s'il y a un besoin de standardisation, je vois aucune contrainte à ce qu'il n'y en ait pas. Quoi. Mais elle était déjà normalisée dans le W3, c'est ça qui est important. Et Tizen, je ne peux pas parler pour tout le projet, mais il y a clairement, de ce que j'ai vu en tant que développeur, une volonté de s'aligner sur les standards qui sont faits par le W3C, mais aussi d'autres technologies type OpenGL, etc. On ne réinvente pas la roue pour faire un système propriétaire et avoir un développeur. Cette question est pertinente. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'Orange dans la salle, peut-être, qui est partenaire? Parce qu'ils ont fait une annonce comme quoi ils en sortiraient des devices pour la fin de l'année. Noël, probablement, c'est le moment où on lance les choses. Vous voulez répondre? Ouais, très bien. Alors par contre, désolé, je suis pas Orange. Je m'appelle, bonjour. En fait, je travaille pour Samsung, donc ça fait aussi des devices. Je vais peut-être répondre à la question. En fait, c'est difficile de rentrer dans les détails. Pour vous dire, en fait, chez Samsung, en fait, on va sortir 2 produits d'ici la fin de l'année qui tourneront sur Tizen. Aujourd'hui, vous savez qu'on est fournisseur aussi officiel de la Launchbox, en fait, des devices de test sur Tizen qui sont entre les mains. Voilà, il y a cette première version et il y en a une nouvelle qui est basée sur un Galaxy S3, donc aussi un peu plus performante. Voilà, et donc ça veut dire que dans le cadre des développements sur Tizen, on est en mesure, il y a quelques conditions à remplir, mais on est en mesure de mettre à disposition des produits de test dans un cadre, encore une fois, assez contrôlé. Mais quand Orange annonce qu'ils ont un produit Tizen pour la rentrée, en fait, il se trouve que c'est le nôtre. Voilà. Merci, je pense que c'est exactement la réponse qu'il fallait donner, que je n'aurais pas pu faire. Oui, concernant le développement des applications natives, pourquoi avoir fait le choix du C++, qui est quand même un langage qui maintenant a plus de 25 ans et qui donc est un langage vieillot? Si c'est un langage qui est obsolète, il devrait avoir disparu, il me semble. Non, je pense que c'est un langage qui associe la performance et des conceptions objets qui elles sont modernes et qui continuent. Je suis pas à l'initiative de ce choix-là, mais en tant que développeur, ça me semble tout à fait agréable de pouvoir attaquer ça en JavaScript dans un langage interprété qui effectivement ne justifie pas d'avoir une connaissance approfondie en design pattern ou je ne sais quoi. Et tout en ouvrant la porte. C'est une plateforme inclusive avec plusieurs technologies, on n'est pas bloqué sur une seule chose qu'on impose de gré ou de force aux gens. Quoi. Donc si tu n'aimes pas le C++, tu trouveras autre chose à la place. Quoi. Tizen.org, mais je ne sais pas si elle est disponible à l'instant T, mais c'est prévu qu'elle soit dans les semaines à venir. Bonjour, vous avez parlé de l'accélération hardware du Canvas par Kero. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous parler aussi de l'accélération hardware au niveau CSS, transformation 3D, si c'est supporté ou pas? Ouais, bah, personnellement, je me suis pas occupé de cette partie-là. Je pense que en gros, sur la partie, toute la partie web runtime, on est clairement sur du WebKit 2. Donc en gros, tout ce qui fonctionne sur WebKit 2
en termes d'accélération, devrait fonctionner en fait sous Tizen. Alors, moi j'ai peut-être une idée. Vous êtes impliqué dans Tizen un petit peu, vous avez testé. Bon, il y a eu des gros problèmes sur les premières livraisons, car il y avait des problèmes légaux pour distribuer les drivers 3D accélérés. Mais ça a été résolu depuis plusieurs mois, il me semble. Et il y a moyen de télécharger les drivers externes, reflasher le device, mettre à jour le truc, et là il y a l'accélération qui est effective. C'est les drivers OpenGL, ça? Oui, c'est ça, c'est ça la difficulté. C'est en fait une licence de Mali en l'occurrence, c'est le cas. Et ça on l'a fait, mais aujourd'hui on ne trouve pas de doc sur ce qui est géré au niveau hardware sur l'accélération. Et c'est vrai que nous les devs HTML5 on rencontre pas mal de problèmes sur les perfs. Donc un peu de doc là-dessus serait pas mal, et on n'a pas en trouvé. Alors, que les choses soient claires, il y a quand même une date qui est importante, et nous étant impliqués dans Tizen depuis un petit moment, la conf qu'il y a eu à San Francisco la semaine dernière change complètement le projet. C'est-à-dire que tout ce qui était fait devient public, c'est-à-dire que toute la doc qui était en interne, que vous doutez, les gens avaient, il y a une volonté de publier. Alors, il n'y aura pas forcément les docs qui sont sur les accords qu'on fait. En fait, j'y étais à San Francisco, j'ai parlé avec les gens, mais ils ne savent pas non plus. Donc, voilà. T'as quand même entendu à San Francisco qu'il y avait une volonté de publier ce qui était donc le projet est vraiment vague. Nous on peut pas répondre précisément à toutes les questions. S'il y a eu ces drivers et une volonté d'avoir de la performance, il n'y a aucune raison technique pour que ce soit pas accéléré à tous les niveaux, au niveau CSS, au niveau bref, toutes les API qui sont proposées. Ouais. Ok, merci. Alors je dirais que pour compléter, sachant que c'est Intel et Samsung qui sont les gros acteurs en fait sur le projet, ce sont aussi des fabricants. Il n'y a pas de raison en fait que Tizen ne fonctionne pas de manière excellente en termes d'accélération sur les plateformes Samsung et Intel. D'ailleurs, donc il y a clairement, même si aujourd'hui en fait ce n'est pas le cas, on a clairement en fait une pression sur le sujet. Donc ça va arriver. Et pour compléter, Intel, pour parler d'eux, mais je pense que Samsung c'est similaire, les drivers open source 3D d'Intel sont les premiers à valider OpenGL les certifications. Donc il y a clairement, c'est pas un sujet qui est mis de côté, quoi, puisque c'est ça qui fait qu'on arrive à se différencier. On va reprendre le cours des choses. De toute façon, après il y aura une pause pendant laquelle vous avez l'occasion de poser toutes vos questions. Alors moi j'avais une petite question au niveau du SDK. Les applications développées par le SDK, quelles sont leurs portabilités en termes de sur les différents facteurs de forme? Est-ce que le développeur de l'application SDK doit prendre en compte un facteur de forme particulier lorsqu'il développe son application, ou alors il est libre de développer comme il veut, et il va avoir l'application va s'adapter au facteur de forme. Je parle notamment pour l'écosystème par exemple Samsung, ça va du téléphone à la tablette en passant par la télévision, les ordinateurs portables, donc, ou même un desktop. Donc voilà, quelle est en termes de usabilité d'une application développée avec le SDK sur les différents facteurs de forme? Donc, je peux répondre. Non, tu peux préparer la présentation, pour pas perdre de temps. C'est le but de CSS qui est fait l'adaptation selon différentes contraintes, il me semble. Donc, les applications sont conçues avec la notion d'un device de référence, et après il y a la possibilité de switcher avec des contraintes différentes. C'est un peu si on compare avec des systèmes concurrents, on peut comparer par exemple à iOS qui a décidé de figer l'URL, figer les dimensions de l'écran, et du coup, on va dire simplifier le travail, mais au final, dès qu'ils sortent un nouveau modèle, ça déborde un peu d'un côté ou de l'autre, et du coup, ils sont obligés de faire ce travail-là dont vous parlez. J'ai également une idée sur le sujet. C'est pour ça en fait que jQuery Mobile a été utilisé, mis en avant en fait pour faire le développement des applications, parce qu'il y a justement de la gestion de différentes tailles en fait d'écran ou de ratio. La réponse, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas forcément besoin de jQuery Mobile. On pourrait très bien prendre du Twitter Bootstrap qui inclut déjà des CSS, qui font du responsive design. Ça fonctionnerait tout pareil. Finalement, il n'y a aucune contrainte. On est libre. Enfin,
on est libre de faire ce qu'on veut, d'utiliser la couche que l'on souhaite. Maintenant, c'est vrai qu'il faut s'en occuper. Si on souhaite que notre application en fait, fonctionne sur n'importe quel device, il faut clairement assumer cette couche-là. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas plus compliqué que d'importer un fichier JavaScript ou CSS. Alors, j'ai une question là, est-ce qu'il y a une seule store en fait pour toutes les cibles? La réponse est il y aura certainement plusieurs stores pour plusieurs cibles. C'est du NN. A priori, les web apps en fait devraient pouvoir, si elles sont bien conçues, en fait, justement, on en revient à la question précédente, si elles sont bien conçues, elles devraient pouvoir tourner sur tous les devices. Il y aura peut-être de la validation, justement, à un moment donné, en disant ça se passe sur Android, dire telle application fonctionne bien sur tel terminal, mais pas sur tel autre. Donc voilà, on l'indique simplement et ça va sûrement être quelque chose de similaire. Bon, je vais essayer de répondre. Entendez-vous? Oui. Bon, on va enchaîner, hein. Ça va vite. Hein. Donc, je vais vous présenter le SDK pour vraiment, si vous voulez démarrer, c'est pas une revue complète, mais ça vous donne des points d'entrée, ce qui peut permettre de gagner du temps, hein, parce que bon, on finit toujours pas s'en sortir, mais si on fait par essai erreur, forcément c'est plus long que si on connaît quelque chose à dérouler. Donc on va parler du SDK, je vais vous montrer un petit peu comment on démarre une application lambda et puis comment on la déploie sur les différents systèmes. Donc ça y est, c'est parti. Donc ce SDK il se présente comme un IDE. L'intérêt d'un IDE, c'est qu'en fait il y a une partie des développeurs qui arrivent à se débrouiller par eux-mêmes avec leur shell Emacs ou VI, mais il y a une partie qui n'y arrivera jamais parce qu'ils sont habitués à un raisonnement graphique, etc. Donc l'intérêt d'avoir fourni un IDE, c'est de pouvoir adresser tout le monde, donc qui peut plus que le moins. Au final, tous les petits détails de mise au point, etc., elles sont concentrées à un seul endroit et le développeur se focalise sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire utiliser les API. Vous avez une question ? Ça, je pense qu'il y a une volonté, c'est un choix technique, je ne peux pas y répondre parce que je ne l'ai pas fait non plus, mais c'est très compliqué de faire des plugins d'Eclipse parce que chacun a une version d'Eclipse différente, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire un plugin, mais faire un plugin pour toutes les versions d'Eclipse. Si on maîtrise la version d'Eclipse et qu'on fait le plugin qui va bien, parce qu'au final c'est réellement un plugin, au moins ce travail-là et ce système de référence fonctionne. Après, s'il y a des gens qui veulent l'adapter pour supporter une autre version d'Eclipse sur leur distribution favori. Si c'est open source, et je pense que c'est le cas, j'ai pu voir ça, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas vérifié, mais il y aurait moyen de recompiler le SDK ou juste le plugin et du coup arriver à l'intégrer dans un autre environnement. Après, de nos jours, beaucoup de développeurs n'ont pas peur d'installer 2-3 fois le même environnement. Pas par application, par plateforme. C'est la commodité parce qu'au moins on sait que celui-là fonctionne, il marche, on peut assurer du support dessus. Si on a quelqu'un qui veut l'adapter, selon ça, c'est possible, on peut l'adapter, mais par contre on ne va pas faire d'efforts pour accompagner les gens sur leur déclinaison. On le fait déjà sur le système, si on le fait sur les outils, ça fait beaucoup de choses. Donc l'éditeur pour l'édition, donc Eclipse, tout le monde connaît Eclipse, je n'ai pas trop demandé dans la salle, peut-être s'il y en a qui ne connaissent pas du tout, je ferai une présentation. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'exécution. Alors, Tizen est intéressant par rapport aux autres plateformes, c'est qu'il a un simulateur qui permet de voir ce que donne une application HTML5 dans un environnement qui est celui du système hôte, c'est-à-dire le browser du système. C'est-à-dire que c'est très rapide à mettre en œuvre, on peut modifier les sources, recharger, utiliser les outils de debug, par exemple de Chromium ou Chrome avec l'inspection, etc. Et il y a un émulateur qui lui est beaucoup plus précis et beaucoup plus lourd aussi. On va le voir tout ça par un outil pour simuler les éléments externes, un outil graphique pour dessiner l'UI, des utilitaires divers et variés, bref, c'est quelque chose d'assez complet. Donc voilà Eclipse à quoi ça ressemble. Donc si vous l'avez déjà utilisé sur le monde Java, il utilise beaucoup Eclipse, mais bon. C'est issu de ce monde-là, mais maintenant c'est adopté dans plein de monde. Quoi. Donc
Vous avez les projets qui sont là avec les différentes... c'est des classes en l'occurrence, une vue avec le code source que vous avez édité directement. Différents onglets de log, et puis là c'est le simulateur en l'occurrence, qui simule l'application. Bon, c'est émulateur, pas simulateur. Donc effectivement, c'est bien, ça simule bien le device parce que vous voyez bien, il a bien la même forme. Le simulateur n'arrive pas à faire les amendes. Donc concrètement, si on démarre ça, on a des fenêtres partout. La personne qui ne connaît pas trop, il va falloir qu'elle s'y retrouve un petit peu. Alors déjà, il va se poser la question, j'ai un outil qui me permet de faire plein de choses, qu'est-ce que je veux faire au début? Donc Stéphane a présenté un curseur avec les applications purement JavaScript, HTML5 jusqu'à des applications natives, c'est une question qu'il faut se poser, quoi. Donc ça dépend aussi du développeur, hein. Si vous êtes à l'aise en technologie, si vous n'aimez pas trop C++, vous vous forcez pas à l'utiliser. Si vous aimez pas JavaScript, ne vous forcez pas non plus. Si vous aimez l'une et l'autre, faites reporter un bug comme quoi il manque un langage et peut-être qu'un jour on va le fera. Si vous n'aimez pas programmer, vous pouvez quitter la salle. Donc le web apps, sérieusement, c'est facile à prototyper. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à coder des sites web en HTML5, puis PHP, etc. Et qui ne sont pas du tout issus d'un monde de programmation, mais à force de lire un langage assez simple, ils ont réussi à comprendre des bases et du coup ils se sentent suffisamment à l'aise. Donc ça c'est intéressant parce que il y a un langage de programmation où il faut compiler, corriger les erreurs, comprendre comment utiliser un compilateur, ça freine énormément de développeurs. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont pas oser faire l'application mobile parce que c'est trop compliqué, ou bien il faut passer par un développeur extérieur, etc. Alors qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui ont intégré le métier de webmaster, où ils le prennent au sérieux. Du coup, ces personnes-là pourraient être amenées à créer des applications mobiles, chose qui est très intéressante, quoi. Ça veut dire qu'il y aura peut-être autant d'applications mobiles qu'il y a de sites web aujourd'hui, quoi. Et peut-être même que tous les sites web seront déclinés en version mobile. Donc, j'ose pas imaginer la taille des stores. Donc, Web Apps HTML5 standard, donc forcément portabilité aisée. Donc, on peut faire des portages très faciles, soit selon une déclinaison de Tizen, c'est-à-dire, typiquement, je sais pas, quelqu'un a posé la question entre une télé et puis un smartphone, sur forme facteurs différents. Il suffit de le prendre en compte dans le projet et puis c'est réglé. Et si éventuellement il y a d'autres plateformes HTML5, le travail il est fait qu'une fois. Il est éventuellement repackagé, recompilé. On refait le format qui va bien pour le store qui va bien, mais le développement il est payé qu'une seule fois au final. Ça parle beaucoup aux décideurs en fait. Donc ce que je disais là, le format de package, c'est un format standardisé. C'est une archive avec le code source à l'intérieur. Par contre, les applications natives, là c'est un autre monde. C'est du C++. Toutes les fonctionnalités sont regroupées sous le nom de namespace Tizen quelque chose. Donc vous avez différents Tizen bases où il y aura les fonctions de base du système, des libres des appels système du système d'exploitation. Après vous aurez tout ce qui est UI, tout ce qui est user experience, les sensors, etc. Donc performance optimale puisque c'est du natif. Vous pouvez peut-être même linker avec du code assembleur si vous avez envie d'optimiser des trucs très particuliers. Dans le multimédia, typiquement des codecs, des choses comme ça. Il y a très peu de plateformes mobiles qui permettent d'avoir un accès au maximum de performance du processeur, quoi. Là, on peut le faire. Donc, on supporte les libs standards C++, 3D OpenGL, le lib XML2, et j'en passe. OpenAL pour l'audio aussi. Et là, le format des packages, vous allez deviner, c'est Tizen package. Donc c'est pareil, c'est une archive qui égale une application qui sera déposée sur un store et téléchargée par les clients, les usagers. Prérequis. Donc actuellement il est fourni pour tous les trois OS qui se bataillent le marché aujourd'hui. Ubuntu, moi j'ai des Debian mais ça marche aussi, donc je pense que toutes les distributions Linux, il y a moyen d'arriver à le faire marcher en adaptant ce qu'il faut. Windows et macOS, forcément pour adresser le max de monde. Et dernier système de référence, la question m'a été posée sur pourquoi Eclipse. Moi je dirais carrément pourquoi il n'y aurait pas un OS de référence pour développer les applications aussi. Et le projet sur lequel on a travaillé, c'est exactement ça, c'est un système Linux complet qui supporte le SDK et qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez ça,
Normalement, vous êtes calé exactement sur les mêmes outils que nous on utilise. Donc au final, quelque chose d'homogène qui est contrôlé et qui est optimisé surtout pour les architectures Intel. C'est aussi une façon d'être au plus proche des optimisations pour ce qui est 3D, etc. Typiquement, si on devait fournir des choses externes, et on n'aurait pas une contrôle plus facile, quoi. Donc l'ergonomie, vous avez vu, Stéphane a fait une démonstration un petit peu du bureau. C'est assez proche d'une distribution classique, hein. C'est pas du tout, on n'a pas pris un écran de mobile qu'on vous a reformaté pour que ça rentre dans un laptop. C'est un desktop commun. Les applications que vous avez, c'est pareil, c'est des applications qui existent dans le GNOME. OpenOffice, vous l'aurez, il n'y aura pas de restriction, on ne vous forcera pas à utiliser un truc qui ressemble à un téléphone sur un ordi, c'est fait pour un PC. Après, il y a eu l'intégration aussi des jeux là, qui ont été fournis par Valve, là, la plateforme de jeux Linux qui a été libérée cette année. Ensuite, oui, il y a aussi une façon de faire des widgets pour mettre sur le desktop. Donc, il y avait les comptes Twitter, etc. tout à l'heure. Et ça a été démontré il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, c'est un projet sur lequel on travaillait depuis longtemps, mais maintenant, il a vu le jour, donc on peut en parler plus facilement. Donc, c'est ce que vous a montré Stéphane. Donc, si vous voulez vous jeter à l'eau, premier point, vous êtes un développeur, donc vous allez directement sur la section développeur, vous téléchargez le package qui va bien, vous lancez l'installeur. C'est une archive qui s'auto-extractible et qui télécharge les différents modules, qui se met à jour d'elle-même aussi si jamais il y a des nouvelles fonctionnalités ou des corrections. Vous faites un refresh dans Eclipse et puis pof, les composants reviennent. Il faut, oui, pour la partie simulation que je vais présenter plus tard, il faut aussi installer le browser Chrome, qui est aujourd'hui un des browsers qui supporte le plus l'HTML5 en fait. Puis là, nous, on a parlé de WebKit avant, donc c'est cohérent d'avoir du WebKit aux deux endroits, quoi. Donc quand vous démarrez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre éditeur dans un coin, vos projets. Cette partie-là, on la verra, c'est celle qui est la connectivité aux différents environnements d'exécution, les logs des problèmes, puis les propriétés, les différentes vues selon les contextes où on est. Donc vous le démarrez, si vous voulez démarrer, le plus simple c'est de faire un Hello World, c'est-à-dire que vous démarrez vous rentrez par le premier menu, première sous-menu et premier truc après, vous avez cette image, vous cliquez sur tous les trucs par défaut et vous avez une application qui va faire un Hello World sur téléphone. Téléphone ou autre, machine à laver, grille-pain, etc. Donc voilà le projet généré. Ça va être les gens du monde du web, ils vont retrouver un peu leur petit. Hein. Il n'y a rien de magique. Un fichier HTML où il y a la description de l'interface qui peut être fait avec éventuellement des frameworks type jQuery mobile ou d'autres frameworks. Je pense qu'a priori tous les frameworks que JavaScript qui sont disponibles pour le web devraient être disponibles pour Tizen. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Après, il faut vous soucier d'un point de vue ergonomie. Si vous affichez sur un petit écran, peut-être qu'il va falloir prendre un framework qui fait des petits boutons, etc. quoi. Tout ce qui est logique, vous allez le concentrer dans des fichiers JavaScript. Tout ce qui est apparence, typiquement les styles, etc., vous allez utiliser SSS, c'est fait pour ça. Les images, pareil. Truc spécifique Tizen, c'est ce fichier config XML qui définit en quoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier sur l'application, quel est son nom, quelles sont ses capacités, etc. Donc le simulateur, c'est ce que j'ai parlé, c'est un déguisement de Chrome qui permet de voir l'application. J'ai menti tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas carré, mais c'est bien arrondi, donc c'est à peu près une vue du téléphone s'il était plus ou moins avec les specs du PC, donc ça correspond pas à un device réel, mais ça permet d'avoir une vue rapide. Et puis là, d'avoir plein d'outils pour pouvoir justement faire de l'introspection, injecter des événements, changer des... J'aurais pu vous faire j'ai pas de réseau, mais j'ai une application de map où on peut simuler le GPS, on déplace un curseur sur une carte et puis pof, ça se rafraîchit dans l'application. C'est assez élégant comme façon de faire. Donc il y a vraiment tout, il y a NFC, il y a plein de choses matérielles qui sont simulées. Donc simuler, ça veut dire que ça se passerait comme ça, mais on n'en est pas sûr, on ne peut pas le garantir.
Donc, si la simulation est efficace, c'est bien, mais peut-être que la simulation va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus lente, donc ça ne peut pas vous donner l'expérience utilisateur finale. Donc, c'est bien pour un développeur, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc, pour démarrer, vous avez votre programme Hello World, vous allez dans le menu Run. Là, vous avez une entrée qui s'appelle Tizen Web Simulator. Donc, facile à retrouver. Et là, l'émulateur, là, c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ce cas-là, c'est un téléphone qui est émulé. Et vous avez le même... en théorie, vous avez exactement le même code qui est sur votre téléphone, sauf que là, il a été recompilé pour le système hôte qui est du x86 et c'est virtualisé dans une machine virtuelle. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... si vous avez des bugs sur le téléphone, vous allez les retrouver là-dessus et vice-versa. Par contre, c'est moins performant, c'est plus gourmand en mémoire, mais plus réaliste. Donc pareil, vous le revoyez à travers l'outil de connexion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans la vue du Connection Explorer, vous retrouvez le file system du device. Donc du coup, vous pouvez aller éventuellement voir si les fichiers de log en temps réel ou les... Bref, votre imagination, je vous la laisse faire. Injection d'événements, comme on disait tout à l'heure. Donc je peux recevoir un appel, simuler ce genre de choses. Pour l'utiliser, il y a juste peut-être que vous allez avoir besoin d'ouvrir votre terminal. Donc, ça sera la seule fois, donc pas de panique. Hein. Ça se passe bien. Il faudra juste lancer un outil qui génère une clé, un certificat qu'il faudra associer à votre environnement d'exécution qui permet de dire qu'en fait tel développeur a fait telle application. C'est juste ce travail-là qui est à faire. Après, globalement, tout s'utilise graphiquement via l'IDE, donc c'est intuitif, on dirait. Donc, si on veut l'exécuter par contre sur un device, là c'est plus compliqué parce que peu de gens aujourd'hui ont les systèmes de référence, c'est celui-là. Donc, il y en a eu plusieurs versions. Et Tizen est un projet où il y a de l'intégration continue, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un commit, ça sera compilé au plus vite et il y aura une image disponible au plus vite pour que les gens puissent tester. Donc ça veut dire que des images qui ont flashé sur téléphone, il n'y en a pas une qui est sortie au début, il y en a tous les jours, toutes les heures, enfin, il y en a énormément. Donc ça veut dire que si vous allez prendre telle version en tel temps, vous aurez telle fonctionnalité qui marchera, telle autre, ça sera celle-là, elle sera peut-être désactivée, il y en aura une autre. Donc la procédure de flasher régulièrement pour avoir un système, pour la connaître et c'est bien de rattraper un peu, d'être le plus proche des développements des gens qui font Tizen. Si vous faites une appli Tizen qui est sur le Tizen 2 et que en septembre c'est Tizen 3 qui inonde le marché, eh ben, vous êtes un peu en retard. Donc la procédure, je ne vais pas la rentrer dans les détails, mais il faut télécharger un fichier qui est une archive avec différentes partitions. Il faut installer les drivers 3D, là c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Et si vous avez des questions, en général, on centralise tout sur un wiki. Après, une fois que ça c'est fait, on vous branchez par un câble USB le device, il est vu dans Eclipse. Donc, c'est bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un code source, plusieurs environnements d'exécution. Bon, alors, j'avais pas de télé pour faire la photo, mais on aurait pu très bien imaginer une calculette sur une télé, ou bien... alors, vous l'avez sur... Donc ça, c'est le Tizen device de référence. La première version, il y en a une meilleure depuis. Ça, c'est le... Alors que je ne me trompe pas. Ça, c'est le simulateur. Ça, c'est le... Non, ça, c'est l'émulateur. Ça, c'est le simulateur. Et ça, ben, c'est l'appli qui tourne sur l'environnement Tizen PC. Donc, en fait, l'appli que vous avez faite, ben, vous pouvez la déployer aussi sur votre desktop. Donc, tu veux la montrer? On va redémarrer. Attends, je vois juste après ce qu'il y a. Je vous la montrer, il y a une partie démo après. On va finir ça et on fait la démo après. Donc, pas de restriction. On veut vous donner tout ce que le système est capable de faire. Il faut que ça puisse être dans votre mesure accessible. Donc, si vous voulez accéder directement, je ne sais pas moi, quelque chose d'audio pour faire quelque chose, eh il suffit de rajouter l'API d'audio pour pouvoir l'utiliser. Si vous voulez répondre aux appels, c'est pareil, vous pouvez avoir cet accès. Et ce sera l'usager qui, au moment de l'installation, décidera s'il veut autoriser l'application à faire ça. Donc s'il installe, je sais pas moi,
le sabre laser et que le sabre laser il dit moi je veux accéder à ça, 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 ça et ça, dites-vous qu'il y a quand même quelque chose de louche. Prenez les applications qui répondent à vos besoins et ne vous embêtez pas à prendre des choses qui ne font pas des choses qui sont censées faire. Donc un éditeur graphique pour faire des interfaces enrichies. Il y a un concept avec des dynamiques de pages, etc. Je ne vais pas rentrer en détail, mais si c'est documenté, ça vous le trouverez si ça vous intéresse. Mais je pense que beaucoup de gens ici préfèrent écrire le code source directement. Les applications natives dont j'en ai parlé un peu à l'instant. Il y a des outils très intéressant justement pour profiler, parce que si on fait du natif, c'est qu'on veut savoir, on veut avoir la performance, et pour savoir si on a la performance, il faut pouvoir la mesurer. Donc, il y a des outils pour ça, qui sont des outils du kernel Linux, qui permettent de savoir quelle est la fonction qui a pris le plus de temps, dans laquelle on est plus rentré. C'est des outils d'analyse qui sont très intéressants. Et pareil pour les développeurs C++, Valgrind, qui est un outil pour traquer les files de mémoire, qui est aussi issu du monde open source. Pour démarrer un projet natif, pareil, vous passez par le menu, plutôt que choisir une application web, vous choisissez une application native et vous avez votre programme. Donc vous avez une fonction main qui s'appelle Tizen main, qui permet de rentrer, et après vous avez un cycle de vie qui est spécifique à l'application native, quand cette application doit être mise en background, si elle est interrompue, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Vous pouvez créer aussi des saisies d'input, des méthodes de saisie pour pouvoir mettre des systèmes de clavier ou de gesture, etc. Vous pouvez mettre des choses, enrichir la plateforme pour lui donner d'autres fonctionnalités, ou bien faire des bibliothèques que vous pouvez éventuellement fournir pour d'autres développeurs qui vont construire des applications avec, etc. Ou même prendre des librairies externes. Donc, j'en ai pas parlé avant, je crois que Stéphane en a parlé, je sais plus. Il y a moyen aussi de combiner tout ça, faire du HTML5 et du natif, c'est-à-dire que là on a besoin d'un peu de la performance, ou si on fait une appli entièrement HTML5 et qu'on voit qu'elle est trop lente ou qu'il y a quelque chose qui peut être optimisé, on va sortir ce qui est gênant et on va refaire cette partie-là en natif et on va interconnecter les deux. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais néanmoins vous avez les outils pour mettre au point, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débugger toute la partie JavaScript avec un débugger. Dès que vous rentrez dans la partie native en C++, là, vous basculez dans un débugger C++, vous avez votre code C++, vous pouvez synchroniser les deux, etc. Donc ça, c'est quelque chose de possible qui est, à ma connaissance, qui devrait répondre à la frustration de beaucoup de gens quand le projet Tizen a été présenté au début. Les gens avaient dit que c'était exclusivement HTML5, etc. Mais en fait, la plateforme permet beaucoup plus que ça. On va arriver bientôt à la fin. Oui, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de documentation qui sont fournies dans le SDK. Il y en a énormément en ligne. Il y a dites-vous que si vous avez un problème, peut-être quelqu'un d'autre l'a eu avant vous, et si vous avez moyen de bénéficier du temps et de l'effort de l'autre personne, ça sera gagné pour vous, quoi. Mais globalement, le SDK essaie de couvrir, la doc qui fournit avec le SDK essaie de couvrir tous les cas. Et elle est restée énorme. Moi, j'ai pas lu du premier au dernier mot, mais il y a moyen d'y passer du temps. J'en ai pas trop parlé. On peut débugger, on peut faire des outils de traces. Oui, c'est très intéressant. Il y a une quinzaine d'applications qui sont fournies avec le SDK, qui me semble très intéressant pour ceux qui sont plutôt, qui sont plus, qui préfèrent voir comment les gens ont utilisé plutôt que de savoir, de l'apprendre de façon académique, toutes les possibilités de la plateforme. Donc, dedans, ces applications ont été faites notamment par des gens d'Intel et d'autres. Il y a des façons de faire dedans qui sont intéressantes, et si vous pouvez vous les adapter ou les enrichir, ou même des petits cliquer 2-3 trucs à gauche, c'est fait pour ça, servez-vous. Toujours pareil, si vous avez des questions, je ne sais pas trop le temps qu'on va avoir, si vous avez des questions précises où je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me contacter par mail, soit je vous répondrai si je peux répondre, ou sinon je vous aiguillerai vers quelqu'un qui pourra vous donner une réponse, notamment sur des choix stratégiques de Intel, Samsung ou bien d'autres. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en charge de ça.
Donc voilà, bon, on arrive à la fin. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait sur Tizen PC là, sur les applications HTML5 qui s'intègrent donc au même titre que les autres applications. Donc l'utilisateur ne fera pas par exemple la différence entre une application de Sudoku, c'est une application GNOME qui est en fait tout à fait qui n'a rien à voir avec Tizen, mais qu'on distribue à titre d'exemple, que vous pouvez avoir sur votre distribution préférée, ou bien une application Tizen qui elle se lance de la même façon. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est notre application, j'ai lancé autre chose. Non, ça c'est une partie SDK. Donc ça c'est une application native qui n'est pas en HTML5. Par contre, on va en trouver d'autres. Le test, hein? Allez, la calculette parce que vous aimez ça. Donc voilà la petite calculette qui a été faite au niveau HTML5 dans le truc. Par contre, ça vaut le coup de... Là, il y a peut-être un effort justement de thème pour essayer justement de faire quelque chose de plutôt en mode paysage que portrait. Ça, cet effort-là n'a pas été fait dans cette application-là. Donc, il y a des jeux aussi, je crois, je dois en avoir là. Ouais. Donc, Reversi en anglais, Othello en français. C'est qui joue en premier, là, je sais plus. Ah, vas-y. Donc, il y a peut-être un... C'est passé la version. Enfin, je dois en avoir d'autres aussi. Quelle heure il est là? Parce qu'on va passer à... Ah oui, j'ai aussi le phone avec la même appli. On doit libérer la salle bientôt, non? Si vous avez des questions, il y a un buffet après. Moi, je peux répondre personnellement aux gens qui veulent m'interrompre. Je suis là. Les slides, oui, ça sera public. J'ai mis mon adresse à un moment sur qui est le wiki Tizen. Je mettrai le lien à cet endroit-là. Sinon, en espérant que votre moteur de recherche préféré fonctionne, vous arriverez à les trouver. Je peux vous les copier si vous voulez. Il y a d'autres questions dans la salle? Visiblement, le buffet se passe dans cette salle. C'est ça, exactement. Donc du coup, en fait, on est un peu plus libre au niveau timing, donc on peut prendre des questions. Éventuellement, si vous voulez montrer les SDK. Je peux faire ça, ouais. À la rigueur, je vais faire circuler le micro pour les questions. Intel propose un XDK. Pouvez-vous comparer le XDK avec le Tizen SDK? La réponse est non. Pour la bonne raison que je ne connais pas le XDK. Vous pouvez en parler peut-être éventuellement. C'est lié à Tizen ce produit? D'accord. C'est peut-être un outil pour faire des développements beaucoup plus bas niveau pour les gens qui travaillent sur des extensions. On peut débugger, utiliser l'inspecteur Chrome pour débugger sur le device. Je pense pas. Tu as le debugger et l'inspecteur qui est inclus dans Eclipse. Est-ce que c'est, je pense que c'est un inspecteur de WebKit pour dire plus largement. Donc, est-ce que c'est celui de Chrome? Qu'est-ce qu'il a en plus particulier? Je sais pas. Donc, c'est effectivement oui. C'est WebKit. La réponse c'est WebKit. Donc, tout ce que vous connaissez sur WebKit, vous devrez le retrouver dans le projet Tizen. Cordova supporte déjà Tizen. Il y a une présentation qui a été faite entièrement là-dessus. Du coup, la question était plus ou moins liée. Est-ce que votre push hybride est géré par Cordova ou vous avez votre propre push hybride et Cordova fait une autre implémentation de cette push hybride? Cordova n'est aujourd'hui, à ma connaissance, pas intégré dans le projet Tizen. C'est un produit annexe, donc nous, on n'a pas cette technologie-là. Néanmoins, je pense qu'il y a du recouvrement, il y a des choses qui sont similaires. Alors peut-être que Cordova aussi a récupéré des choses. Après, pour le développeur, ce qui est important, c'est ce qu'il voit, c'est-à-dire son API. Quoi. Moi, j'ai regardé rapidement Cordova récemment. La partie API Tizen, en fait, me semble en gros un mapping assez direct en fait entre les API Cordova et l'API et le Web Framework en fait que j'ai montré tout à l'heure. Il y a des petites subtilités
parce que c'est pas un matching 1-1 parfait. Donc il y a des API en fait qu'on retrouve qui sont aisément mappés, puis il y en a d'autres en fait qui ne le sont pas. Donc voilà, mais je pense que ça va converger quoi. Enfin en tout cas pour avoir suivi PhoneGap depuis quelques années, de ce que je vois en fait c'est la première plateforme où en fait le mapping est fait bêtement avec un bout de JavaScript, avec quelques bouts de JavaScript, assez simplement en fait. Et en étant optimiste, je pense que les subtilités sont pas trop dures à gérer pour le développeur, quoi. C'est-à-dire que il n'y aura pas une limitation de la fin. Et comme je dis, Tizen est un système ouvert. Si vous vous sentez frustré, vous avez un système de rapport de bug. Vous avez même la possibilité de recompiler votre système Tizen, éventuellement d'intégrer vos différentes hacks et compagnie. Donc ça peut pas répondre forcément aux besoins d'avoir des stores et compagnie, mais techniquement, nous on est surtout sur la partie technique, donc techniquement il n'y a pas d'obstacle à ça. Oui, bonjour, une petite question au sujet de slide. Donc en fait on a vu l'appli Facebook apparemment sur votre PC. Juste pour savoir, donc c'est une appli mobile. C'est un widget desktop Tizen on Steam. Non. Ça, c'est plus lié à Tizen PC et notamment GNOME qui supporte dans Tizen PC, Tizen Shell, pardon, un système de widget et ça a été développé entièrement par des gens du projet en utilisant les API de Facebook. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera sur un téléphone demain, ça se peut être sous une autre forme, mais ça c'est une appli qui a été faite juste pour montrer un peu parce que JavaScript aussi est un langage qui se propage un peu partout. Ça a démarré dans le web, mais des technologies comme Qt il intègre, GNOME pareil. Donc si vous avez fait un code JavaScript qui va faire du Facebook ou je ne sais quoi, vous aurez juste qu'à faire du copier-coller, le remettre dans le bon contexte, refaire l'URL qui va bien, et puis pof, c'est du travail qui est récupéré, quoi. Chose qui est très compliquée sur votre plateforme. Si vous avez fait une super appli sur votre téléphone au fruit, ça sera très compliqué de la sortir de là, quoi. Alors moi je vois une petite question concernant le store justement par rapport aux applications hybrides, comment c'est géré en fait, est-ce qu'il faut spécifier genre dans un manifeste sur quel type de médias ce sera disponible ou bien... Non, très bien, la question est précise, je vois tout à fait la subtilité. Alors techniquement, je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais je peux vous dire que dans les spécifications, on garantit que une application native fonctionnera sur différentes architectures Tizen. Donc ça veut dire concrètement, si c'est du natif, ça sera compilé sur il y aura différentes codes binaires qui sortira, probablement tous les codes qui sont supportés en Tizen, donc ça sera du Intel pour les architectures Intel Tizen et probablement ARM pour Samsung, etc. Alors, je pense que le développeur va compiler sans savoir tous ces processeurs-là. Il va avoir un package qui va aller sur le store. Après le store, est-ce qu'il va en le séparer un petit morceau ou bien le refourguer au client tel quel ça c'est une commodité, mais au final, il n'y aura pas de travail d'adaptation. C'est ça que je pense que ça répond à votre question. Et pour les stores, ça c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce qu'il y aura un store, plusieurs stores? Est-ce que l'opérateur aura son propre store? Est-ce que les stores sont incompatibles? On ne peut pas réellement y répondre. Par contre, techniquement, ça a été fait justement pour pouvoir permettre la possibilité d'étendre et de customiser. Et si je m'avance un peu, s'il y a un opérateur comme Orange qui soutient le projet Tizen, c'est bien aussi qu'il voit un intérêt à pouvoir être plus proche de ses clients en l'adaptant à son besoin. Et donc pour les stores, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous prenez le SDK qui est indiqué, que vous faites votre application de je ne sais quoi, je vous laisse libre à vous. Vous pouvez déjà l'uploader sur le store Tizen de référence.
Et votre application, si vous êtes vraiment bon, et je sais qu'il y en a, vous pourrez gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a eu un concours qui va être lancé en juin, justement, et cet après-midi, ça commence déjà Donc, ça veut dire que les applications sont on peut déjà les uploader, et puis quand les téléphones sont là, et bien, le store sera déjà rempli, et c'est l'intérêt aussi pour lancer la plateforme. Et je pense que dans un premier temps, c'est la version Tizen 2.1, donc le SDK qui va avec. Après, est-ce qu'il y aura une compatibilité ascendante ou descendante, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est prêt, c'est prêt. Alors, on fait une dernière question. Merci. C'est justement au niveau des stores, on a vu sur Android des problèmes au niveau de la sécurité des applis, justement sur les applications payantes. Comment ça va être géré, la sécurité du développeur par rapport à son travail? Ça, c'est une question importante parce que c'est vraiment un problème dans la mesure où il y a eu différents modèles de sécurité qui ont été pensés dans le monde mobile. Il y en a un qui s'est plus ou moins imposé, mais à nos yeux, il ne fonctionne pas vraiment puisque la sécurité est plus ou moins déportée sur l'utilisateur. Parce que j'ai dit l'exemple, s'il installe son cerveau laser et que le truc il veut téléphoner pendant qu'il est en train de dormir, si l'utilisateur ne comprend pas ce message-là en disant que l'application se réserve le droit de téléphoner, pour moi le système de sécurité il est biaisé. Mais c'est plus la responsabilité de l'opérateur, c'est la responsabilité de l'usager. Donc Tizen reprend ce système d'avoir une granularité fine sur ce qu'on veut exposer ou pas. Le store pour les parties HTML5, il n'y aura aucune difficulté. Alors, je sais qu'il y a des procédures de validation automatique aussi. Donc, ça veut dire que s'il y a du code malicieux, peut-être qu'il sera détecté au moment de la publication. Et du coup, il ne sera pas publié. Avec la publication de l'auteur vers le store. Ah, d'accord, c'est la sécurité au sens DRM, etc. Je peux pas savoir les garanties précisément qu'il y a là-dessus. J'imagine que tout système a sa faille. Donc, ce qui est la priorité, c'est la sécurité de l'usager dans un premier temps, je pense. C'est la fin. Bon appétit. Bonjour, alors moi je m'appelle Romuald Rosan, je suis développeur évangéliste chez Intel pour Tizen. Donc si vous avez toutes sortes de questions, le mieux c'est de se référer directement à moi. Je m'arrangerai pour vous répondre tant bien que mal, pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour le premier événement sur Tizen qu'on fait en France. Mais c'est surtout pas le dernier. Il y en aura beaucoup d'événements sont en projet et donc j'espère vous revoir souvent et rapidement. Là pour l'instant on va faire un petit break déjeuner. Donc on a prévu un certain nombre de choses pour vous pour pouvoir vous nourrir ce midi. On va reprendre un petit peu plus tard avec un live code pour vous montrer comment on peut porter rapidement et efficacement une web app sur Tizen. Donc, restez parmi nous.